Guild, en fait, c'est un réseau de cliniciens qui s'est constitué il y a à peu près 2 ans pour répondre à une question qui était là sur le terrain pour nos cliniciens, qui était qu'est-ce que c'est que ces addictions aux jeux vidéo dont on entend beaucoup parler et nous, ce qu'on a finalement en consultation, nos patients, il y avait besoin de se retrouver et donc c'est un réseau donc, constitué de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux, de travailleurs sociaux et encore d'autres soignants qui sont impliqués dans la prise en charge, on va dire, de ces personnes qui souffrent d'usage problématique des jeux vidéo. Alors oui, classiquement c'est l'adolescent, donc le garçon, on va dire entre quand on les voit en consultation, 14 ans jusqu'à le grand adolescent, 24-25 ans, qui joue à un type bien particulier de jeux vidéo, c'est les jeux vidéo en ligne qu'on appelle MMORPG. En général, la moyenne d'âge de début de consultation est assez tardive, c'est autour de 23-24 ans, alors que l'usage problématique commence plus tôt, justement vers 14 ans. Mais la demande de soins commencera beaucoup plus tard, elle. Et souvent avant, si on rencontre ces adolescents, c'est parce que ce sont les parents qui demandent au départ, qui alertent et qui disent mon fils, souvent, plutôt que ma fille, a des problèmes, aidez-nous. Voilà. Après, il y a des cas plus particuliers, donc ça peut être les adultes aussi, un peu plus tard que 24 ans. Et dans ces cas-là, on retrouve souvent des pathologies psychiatriques associées, notamment de type dépression ou ce qu'on appelle des troubles phobiques. Voilà. Le premier, c'est le dialogue, la rupture dans le dialogue. Lorsque l'adolescent n'échange plus, ne parle plus avec son entourage, donc ça peut être les amis, ça peut être aussi les personnes à l'école, ça doit déjà préoccuper, mais je crois que le dernier rempart, c'est vraiment les parents à la maison lorsqu'il n'y a plus de communication. Ensuite, il y a aussi d'autres signes, c'est lorsqu'il abandonne finalement les activités qu'il investissait habituellement. Alors il y a forcément le sport, les activités culturelles, ça doit inquiéter, et l'école aussi, parce que pour certains, et même souvent, l'école était quelque chose qu'ils investissaient beaucoup, c'était des bons élèves, et justement, là, il y a une cassure souvent avec les résultats scolaires, et donc l'absence scolaire aussi doit être un signe important. Ensuite, il y a aussi des signes plus particuliers et plus préoccupants, c'est lorsque son rythme de vie en fait, va être touché. Ça peut être le sommeil, des insomnies, c'est-à-dire que là, il ne respecte plus du tout les rythmes de sommeil. Il y a peu d'heures de sommeil la nuit et des heures de sommeil le jour. Ou l'alimentation, une alimentation pas du tout régulière, déséquilibrée, avec perte de poids. Tous ces éléments-là doivent amener les parents avec l'enfant au mieux à consulter un spécialiste. Effectivement, le temps fait beaucoup parler de lui, il joue trop longtemps. On peut voir pour un même niveau de temps, si vous voulez, des usages complètement différents. C'est-à-dire qu'une personne qui va jouer 2 heures par jour, mais qui est capable quand même d'aller à l'école, de faire son sport, mais qui joue ces 2 heures par jour, j'ai envie de dire, là on n'est pas du tout dans un usage problématique. L'ado qui joue ces 2 heures par jour et ne fait plus rien d'autre, plus d'école par exemple, ne plus parler avec sa famille, vous voyez bien que le temps est le même finalement. Mais les conséquences autour ne sont pas du tout les mêmes et c'est surtout là-dessus qu'il faut focaliser plus que sur le temps. Dans le meilleur des cas, on a l'adolescent qui vient nous voir et on débute ce qu'on appelle un suivi individualisé. Ça peut être un psychiatre, une psychologue, où on va essayer avec l'adolescent de parler de ce jeu, de son comportement de jeu excessif, et s'apercevoir aussi qu'est-ce qui se cache derrière, parce que bien souvent cet usage problématique des jeux vidéo, c'est aussi un moyen pour l'adolescent d'échapper à une certaine réalité. Et d'ailleurs, bien souvent, ils font bien la distinction entre le réel et le virtuel, et justement, ils ont trouvé des bénéfices dans le virtuel, eh bien, pour passer du temps, pour éviter des situations difficiles pour lui.
Je dis ça parce que souvent, c'est plutôt les parents qu'on va rencontrer en premier, en individuel aussi. On les écoute, on écoute un peu eux aussi leur souffrance par rapport à ce qui se passe à la maison. Et aussi leur expliquer c'est quoi un jeu vidéo en ligne, c'est quoi ce monde virtuel, parce que souvent c'est un problème de dialogue, il y a un fossé générationnel souvent. Et donc l'idée d'écouter les parents et d'amener les parents avec l'adolescent dans un second temps et lui proposer donc le suivi individuel. Euh, Après, le nombre de consultations, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas par rapport justement à ce qui se passe pour l'adolescent. Souvent, il y aura des prises en charge globales, c'est-à-dire qu'il y aura aussi un suivi de la famille en même temps. Et puis, il peut y avoir d'autres, et ça c'est plus rare, d'autres pathologies associées, notamment lorsqu'ils arrivent à, j'ai envie de dire, plus âgés, à partir d'un certain âge, vers 18-20 ans, on peut trouver des pathologies psychiatriques associées, parce que je vous disais que c'était une souffrance pour cet adolescent d'abandonner toutes ses activités et d'avoir un conflit comme ça avec sa famille. Et donc il peut y avoir des dépressions qu'il faut traiter, il peut y avoir des troubles anxieux, phobiques, hein, une phobie d'aller à l'école, une phobie d'aller à l'université, parce que quand je vous parle après 20 ans, il s'agit de l'université. Et donc là, il y a des traitements psychiatriques spécialisés et même médicamenteux à proposer. Nous, notre objectif principal reste modeste. Hein. Bien sûr, ça ne va pas être d'arrêter forcément le jeu vidéo pendant le temps de crise, peut-être un certain temps, mais ça va être surtout de renouer le dialogue, en fait, améliorer le lien, parce que souvent il y a une rupture du lien avec les autres, et là c'est vraiment le travail en équipe qui va l'amener à reprendre du lien. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ce qu'on explique à l'ado et à ses parents, l'objectif qu'on va essayer d'atteindre ensemble. Et puis le jeu, souvent, en fait, ce qui se joue derrière le conflit, c'est un peu la crise d'adolescence, et que cette crise d'adolescence est quasiment normale, et que on va faire en sorte que qu'il y ait le moins de dégâts possible, et ça s'arrêtera avec la crise d'adolescence. Qu'est-ce qu'il fait, à quoi il joue, qui il est dans ces jeux, comment il joue, avec qui. Voilà, faire vivre un peu ce jeu vidéo et pas simplement le montrer du doigt. Alors c'est pas évident parce que le monde virtuel des jeux vidéo est un domaine très vaste et donc il existe des ouvrages, il existe des sites internet qui sont spécialisés pour cela. Quand je pense aux ouvrages, aux livres, je pense au livre qu'on a coécrit avec le professeur Reynaud et le professeur Vénis qui s'appelle Du plaisir du jeu aux jeux pathologiques, qui sont sous forme des questions, justement des questions que se posent les parents, et celles qu'on a posées finalement, c'est celles de parents qui finalement ne connaissaient pas les jeux vidéo, les avatars, tout ce monde-là. Je crois qu'il ne faut pas forcément, dans la mesure du possible, avoir une position culpabilisante sur ce jeu. Et je vous disais sur cette histoire de temps, d'heures de jeu, peut-être essayer en tout cas de parler d'autres choses avec lui pour l'amener justement à consulter, parce que souvent on tombe dans un piège, une impasse en parlant que de ces heures de jeu et en négociant autour de ça, et ça n'amène pas l'adolescent à venir consulter le spécialiste. Donc oui, ça demande un effort peut-être aussi aux parents d'aller s'intéresser à ce monde-là.